Microsafe Consulting, MSC, est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, on travaille avec différents acteurs, des gouvernements, des banques, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers et évidemment des acteurs de l'écosystème des startups, des startups tech en particulier. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche. Nos travaux de recherche sur le terrain sont enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Mais cette expérience, on la partage aussi à travers l'Institut Helix. Certains connaissent peut-être l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Alors, hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques, essentiellement à Dakar et à Abidjan. Nous avons également une formation en ligne, bénéficiant, elle, d'une accréditation de l'Université du Québec. Et compte tenu de la situation, nous avons déployé et continuons de déployer notre offre de formation afin que tout le monde puisse suivre nos formations de chez eux. Et alors, plus récemment, nous avons lancé un nouvel outil, un nouveau site internet qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Alors, le Hub de la finance digitale, qu'est-ce que c'est? C'est un site web 100% francophone, 100% collaboratif, sur lequel vous trouverez du contenu diversifié, que ce soit des articles, des podcasts, des vidéos, des infographies, du matériel de formation, un calendrier d'événements à ne pas rater. Et plus récemment, nous avons ajouté une section qui, elle, est dédiée à l'écosystème des startups. Donc, c'est vraiment, cette plateforme est la vôtre. N'hésitez pas à vous y rendre, à vous y inscrire, à vous l'approprier, à partager avec nous du contenu qui pourrait être intéressant. L'idée, c'est véritablement d'ensemble pouvoir agrandir le réseau pour avoir un meilleur impact. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et puis je vais laisser la parole à mes collègues de MSC. Bokar Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Rebecca, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir. J'espère que vous m'entendez très très bien. Donc notre série de webinaires se poursuit. Aujourd'hui nous sommes au Bénin. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. MSC a mené une étude sur le paysage des fintech dans 6 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo RDC, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le webinaire de ce jour mettra en relief les résultats de l'étude effectuée au Bénin et présentera également les opportunités dont disposent les fintechs au Bénin pour contribuer à l'inclusion financière. Il faut noter que les rapports de ces études sont disponibles sur nos différents sites web que vous pouvez consulter à tout moment. Notre webinaire se déroulera comme suit. Nous commencerons par une présentation au cours de laquelle nous évoquerons en premier lieu la situation de l'inclusion financière, les contraintes et opportunités des services financiers digitaux au Bénin. Ensuite, nous identifierons les caractéristiques et contraintes des fintechs au Bénin. Et enfin, nous ferons quelques recommandations pour accompagner les fintechs dans leur développement. À l'issue de la présentation, nous aurons un panel de table. Aujourd'hui avec nous, Madame Yacine Biochane, Dr Amici Nkosi et Monsieur Gilles Kounou de OpenSI, qui partageront avec nous leur perception de l'écosystème FinTech du Bénin, leur expérience et leur vision. Nous terminerons ce webinaire par une session de questions-réponses pour nous permettre d'approfondir ensemble le débat.
L'objectif principal de cette étude était de comprendre le rôle que les fintechs peuvent jouer dans l'accélération de l'inclusion financière. L'étude a porté sur 3 questions clés de recherche que vous pouvez voir affichées à l'écran. Cette étude aborde tout d'abord les principales caractéristiques de l'inclusion financière, les contraintes et opportunités liées aux services financiers digitaux et donne un aperçu du secteur des fintechs dans chacun des pays étudiés. Ensuite, elle synthétise les principales conclusions concernant l'écosystème de soutien qui se compose des 4 piliers clés suivants: l'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration et le cadre politique et réglementaire. Et enfin, l'étude formule un certain nombre de recommandations clés pour orienter les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers le prisme des fintechs. Comme vous le savez tous, l'inclusion financière commence par les paiements qui servent de passerelle vers d'autres services financiers tels que l'épargne, le crédit et l'assurance. Pour améliorer l'inclusion financière, il est primordial de comprendre nos clients et leurs besoins, s'assurer de la disponibilité des infrastructures et impliquer toutes les parties prenantes de l'écosystème afin de développer des services qui créent de la valeur, conduisant à une meilleure adoption. Ce tableau, ici de la base de données Findex, nous montre les indicateurs de mesure de l'inclusion financière. En 2017, pour une population adulte estimée à 6,4 millions, 32% de ces personnes disposent d'un compte au niveau d'une institution financière, 18% d'un compte de mobile money et 28% uniquement de la population a fait ou reçu des paiements digitaux au cours de l'année. Comparativement, selon la BCAO, le Bénin a enregistré le taux d'inclusion financière le plus élevé de l'UEMOA en 2018, qui se situe aux alentours de 74%. Rappelons que ce taux prend en considération non seulement les comptes ouverts au sein des institutions financières, mais également ceux ouverts au sein des émetteurs de monnaie électronique. Les fournisseurs de services financiers digitaux ont fortement investi dans l'amélioration de leur réseau de distribution, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile, les banques et même les institutions de microfinance. Cela peut être aussi attribué à une campagne de sensibilisation nationale vigoureuse menée par les opérateurs de téléphonie mobile sur le mobile money. C'est le signe d'une économie qui se développe et devient plus digitale. Cependant, le Bénin est à la traîne par rapport à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Ce retard est dû au manque de compétences de base nécessaires pour utiliser les outils numériques et à la faible sensibilisation aux avantages du mobile money, à la manière de les utiliser et surtout la confiance des paiements sur les paiements digitaux. Il est important de relever 2 observations faites lors de notre étude. En premier lieu, l'accès aux services financiers est réparti de manière inégale. En effet, malgré de nombreux efforts, l'aspect genre et la disparité entre les zones rurales et urbaines sont alarmants. De nombreuses femmes et les populations rurales restent déconnectées de la sphère financière. Voyez avec moi, sur les 6,4 millions d'adultes au Bénin, 54% sont des femmes, qui sont incluses financièrement qu'à hauteur de 29%. Le rôle de la femme béninoise est reconnu comme vital pour le développement économique du pays, car près de 50% des micro-entreprises sont détenues par des femmes. Alors que les données de l'IFC sur le déficit de financement des MPME montrent que le Bénin se classe parmi les 5 premiers pays du monde en termes de gap de financement des micro-entreprises détenues par des femmes. En deuxième lieu, nous pouvons faire remarquer qu'avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans, disons les jeunes adultes, ils constituent le segment le plus important de la population et sont les catalyseurs de l'adoption des services financiers digitaux
ce qui peut être attribué à leur habilité dans l'utilisation de la technologie et aux promotions ciblées des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, des possibilités de digitalisation existent et pourraient contribuer à améliorer les situations de tout un chacun. Les fintechs pourraient jouer un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. Toutefois, la digitalisation seule ne peut pas être la solution. Plusieurs initiatives sont menées de part et d'autre pour mettre la digitalisation au cœur de toutes les stratégies et spécifiquement dans le développement des stratégies nationales des pays. Cependant, si on ne résout pas le problème du manque d'outils adaptés et des compétences nécessaires, la fracture numérique s'aggravera. Il est donc primordial de comprendre que des mesures doivent être prises pour réduire cette fracture numérique et parvenir à l'inclusion financière numérique. Pour améliorer l'inclusion financière au Bénin, les acteurs de l'écosystème doivent avoir une bonne compréhension de ces 5 éléments importants et trouver des voies et moyens pour remédier aux problèmes qui leur sont associés. Ce sont les suivants. Les femmes, l'absence ou la mise en œuvre inefficace de politiques concernant l'accès des femmes aux ressources financières entrave encore davantage leur autonomisation économique. En raison de leur accès limité à la terre et à d'autres formes de propriété servant de garantie pour les prêts bancaires, les femmes se voient souvent refuser la possibilité de développer ou même de démarrer une activité économique. Elles sont également dissuadées d'accéder aux institutions financières formelles, comme les banques, en raison de leur faible niveau d'éducation financière. Pour la plupart de ces femmes, la seule façon d'acquérir des capitaux est de recourir à la microfinance et aux groupes d'épargne informels, tels que les associations villageoises d'épargne et de prêt. Les infrastructures. La faible couverture des réseaux de téléphonie mobile et la qualité du réseau sont des problèmes majeurs pour le bon développement des services financiers digitaux. En effet, il existe souvent des perturbations qui peuvent ralentir les activités des agents pendant des heures, par exemple. L'utilisation d'Internet est faible dans les zones aussi bien urbaines que rurales, malgré le taux de pénétration élevé du téléphone mobile. Le troisième point, l'abordabilité. Nous faisons ici référence à des coûts Internet élevés, aux problèmes de tarification des services financiers et au règlement des litiges. Ce sont d'ailleurs ces problèmes qui ont poussé le gouvernement béninois à annoncer la création d'un observatoire de la qualité des services financiers qui aura pour mission de renforcer l'attractivité du secteur afin d'augmenter le recours des PME et particuliers aux services financiers formels. Les fintechs utilisent des applications mobiles qui nécessitent des données, ce qui apparaît comme un frein pour servir certaines populations. La sensibilisation. Il est très important de tenir compte du faible niveau d'alphabétisation des populations. 42% en 2018 au Bénin. Du manque d'éducation financière des populations, du faible niveau d'épargne et de crédit formel, tout en sachant que l'épargne est principalement cachée et informelle. Donc, du manque de revenus et aussi de son caractère irrégulier, notamment chez les agriculteurs. L'usage donc des solutions fintech peut contribuer à améliorer la conception des comptes de transaction et des produits de paiement, à les rendre omniprésents et à améliorer l'expérience et la sensibilisation des utilisateurs. Passons maintenant aux caractéristiques des fintech au Bénin. La plupart des startups fintech ont été créées il y a moins de 3 ans et sont dirigées par des jeunes hommes qui ont des profils techniques IT. Lors de nos travaux de recherche, nous n'avons pas rencontré de femmes fondatrices ou cofondatrices de fintech. Yasmine, ici présente, pourra nous en dire un peu plus sur ce constat quelque peu décevant. La majorité des fintechs fonctionnent sur fonds propres
et déplorent la difficulté de lever des fonds auprès des investisseurs qui sont plus tentés de financer durant le stade embryonnaire. Ainsi, de nombreuses startups fintech ou autres ont du mal à lever des fonds nécessaires pour sortir de la phase de démarrage. Nous avons identifié 11 fintech dont une partie n'est pas encore opérationnelle. La majorité de ces fintech se concentrent sur les paiements. Le modèle d'affaires principal, comme vous le voyez, est le B2B et le B2B2C. Ce qui s'explique par le fait que l'acquisition des clients est coûteuse et également par le manque de moyens financiers des fintech. Comme évoqué tantôt, les fintechs se sont d'abord concentrés sur les solutions de paiement destinées aux MPME. Cependant, ayant compris la nécessité de diversifier leur offre, elles souhaitent aujourd'hui développer d'autres solutions telles que le crédit digital et l'épargne digitale. Cependant, elles font face à des barrières réglementaires, juridiques et financières. Des pistes de collaboration sont en cours de développement entre les fintechs et les institutions financières pour offrir des services de seconde génération. Au Bénin, les applications mobiles et le cloud sont les technologies les plus répandues et utilisées par les fintechs. Alors, quels défis rencontrent les fintechs et quelles opportunités se présentent à elles? Beaucoup de fintechs n'ont pas encore atteint la maturité. Ce n'est pas seulement le cas pour les fintechs béninoises. Cette observation s'applique à l'ensemble des pays d'études ou des pays étudiés. Donc, elles sont au stade embryonnaire et peuvent disparaître facilement. Les fintechs font face à de nombreux défis que nous pouvons citer, allant de la réglementation, en passant par les financements, jusqu'aux problèmes managériaux. Pour l'occasion, nous mettrons l'accent sur les principaux défis liés à l'accès au talent et au renforcement des capacités. Parmi les défis majeurs rencontrés par les fintechs, on compte le manque de mentors expérimentés, le manque de compétences en matière de gestion d'équipe et d'entreprise et surtout la compréhension limitée des besoins du marché local. Une solution technique fonctionnelle qui cherche à résoudre une problématique est la base, mais la connaissance et la maîtrise de la cible visée sont les clés de la réussite. Au vu de ces challenges auxquels se heurtent les fintechs, il est important de trouver le bon équilibre et de renforcer les acquis en interne avant de vouloir lancer ces activités. La création de plus de programmes de mentorat par des personnes expérimentées apparaît également comme une solution pour les aider à renforcer leurs compétences en management et en gestion d'équipe. Une fois ces défis adressés, les facteurs externes comme le cadre réglementaire et juridique, les financements et autres peuvent être analysés et discutés. Arrivé à ce stade, je passe la parole à ma collègue Shelly pour la suite. Merci. Merci Bokar, bonsoir à tous. Comment les fintechs et startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? L'écosystème béninois continue à croître et à se développer malgré de nombreux défis majeurs. Le gouvernement du Bénin continue à fortement encourager le rôle de la technologie dans le développement économique, ainsi que l'implication d'un nombre croissant d'acteurs du secteur privé et des startups elles-mêmes. Le Bénin compte plus de 20 facilitateurs différents, allant des incubateurs, accélérateurs. Ceux-ci offrent souvent des facilités de coworking et des programmes spécifiques de soutien aux startups. On note aussi ici que le manque de financement des incubateurs limite la qualité des offres. Ceci est une bonne opportunité pour les bailleurs, sûrement. Il y a toujours un besoin de développer un réseau de mentors ou mentors expérimentés, de créer des partenariats et de se former et aussi partager les connaissances pour un meilleur. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les start-upers et autres acteurs de l'écosystème à bien vouloir rejoindre le hub de la finance digitale à laquelle
on a fait référence au début, qui est une plateforme gratuite qui a été créée uniquement pour combler ce vide. Et donc, chers collègues, merci de partager les liens du Hub dans le chat pour tout le monde. Lors de nos différents entretiens avec les acteurs de l'écosystème, la question du partenariat ou de la collaboration est toujours de mise et ce dans tous les pays d'études. La collaboration peut être mutuellement bénéfique. Les startups fintech auront accès à de nouveaux marchés et à des capitaux, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités innovantes et un avantage concurrentiel. Gilles Counou, qui est avec nous cet après-midi, nous en parlera plus en détail lors de notre discussion sur les avantages dénués des partenariats. Je parle évidemment des solutions Kakiap et de Go Medical développées. Que ce soit les acteurs historiques ou les fintechs, tous les deux estiment que les partenariats sont essentiels pour garder une longueur d'avance sur un marché incompris. S'associer aux meilleures entreprises spécialisées dans un domaine permet de gagner du temps et des ressources, d'améliorer le délai de mise sur le marché de produits et d'accélérer la courbe d'apprentissage de l'entreprise. Un exemple concret est celui de UBA, qui est associé à plusieurs fintechs dont FedApay pour traiter les paiements par carte. Cependant, il y a des efforts sont à fournir des deux côtés, c'est-à-dire côté startup et côté acteur classique, pour faire avancer les choses. La réglementation. Ça constitue un véritable frein à l'innovation au Bénin. Et les obstacles perçus par les fintechs béninoises côté réglementation peuvent être regroupés en 4 points principaux. Tout d'abord, l'identité. L'absence de carte nationale d'identité chez les jeunes, qui forment 65% de la population âgée entre 15 et 35 ans. Ça impacte directement les procédures d'identification KYC en place, alors que la possession des cartes d'identité reste peu courante, surtout parmi les plus vulnérables. Une étude de Finscope a montré aussi que 58% des ménages béninois sont impliqués dans l'agriculture et plus de la moitié possèdent leur propre terrain qu'ils exploitent, mais seulement 14% de ceux sont en possession d'un document justificatif pour le terrain qu'ils exploitent, titre de propriété ou petit papier. Donc, c'est un grand défi. Deuxièmement, l'infrastructure. Accès à l'Internet, couverture réseau et surtout l'accès au code du SSD. C'est toujours difficile pour les fintechs, ce qui constitue un obstacle majeur, car la couverture Internet des zones rurales reste limitée. En termes de cadre réglementaire, globalement, il y a un vide juridique. Les fintechs hésitent à offrir de nouveaux produits ou services en raison d'un manque de régulation, des risques de sécurité liés aux plateformes traitant d'importants volumes de transactions, ce qui empêche leur possibilité à servir les populations non bancarisées. Et le 4 défis qu'on a perçus par les fintechs était la possibilité de l'externalisation. Il y a des contraintes de sécurité et juridiques pour externaliser certaines activités au profit des fintechs de la part des acteurs historiques. Au contraire, les opportunités perçues par les fintechs peuvent être regroupées aussi en 4 points principaux. Tout d'abord, les stratégies nationales. Plusieurs initiatives ont vu récemment le jour pour parler des fintechs et des startups en général et leurs implications dans la création de la loi sur les startups et dans la stratégie nationale pour l'inclusion financière. Deuxième, l'interopérabilité et Open API au banking. Le projet d'interopérabilité de la BCAO est perçu comme une grande push
qui favorisera la réduction des coûts et la mutualisation des efforts dans la région, mais et surtout dans le pays. Une chose qui est peut-être plutôt spécifique au Bénin, c'est l'existence de réseaux forts d'agents au Bénin. Selon le UNCDF, il y a 649 agents pour 100 000 personnes au Bénin, contre moins de 200 agents pour les mêmes personnes au Sénégal. Donc, ceci représente un canal de distribution pour les fintechs pour élargir leurs services dans les zones rurales ou moins touchées. Et surtout, comme on mentionné beaucoup auparavant, pour sensibiliser les clients et augmenter la visibilité de leurs produits. Et finalement, une autre grande opportunité, c'est les produits et services de la deuxième génération. L'élargissement des services actuels de première génération aux populations mal servies, parallèlement au développement et au lancement des services de deuxième génération, tels que l'épargne digitale, le crédit digital et l'assurance. Donc, les opportunités d'amélioration d'inclusion financière par les fintechs, il y en a beaucoup. Et on peut voir que dans le marché béninois, nous observons certains points, tels que tout d'abord une augmentation de l'utilisation des paiements mobiles en raison des problèmes de proximité dans les zones rurales et de l'adoption par les jeunes. Deuxième, l'épargne est le principal moteur de l'inclusion financière au Bénin, largement porté par des mécanismes informels. Les produits financiers sont souvent mal conçus et ne sont pas adaptés aux habitants des zones rurales. Également, un manque de confiance dans les institutions financières en raison de scandales, de fraude, ça empêche. Et la barrière principale à la souscription à une assurance est le fait que la plupart des individus n'ont pas les capacités pour souscrire, tandis que d'autres ne sont pas informés de son existence. La source de crédit communément utilisée est le crédit à travers les institutions de microfinance. Et donc, les IMF jouent également un rôle très, très important en matière de fourniture de services d'épargne. En réalité, cependant, les IMF représentent le deuxième plus grand fournisseur de services financiers formels après le mobile money. Et les économies fondées sur l'agriculture, comme le Bénin, se caractérisent par des risques liés aux conditions météorologiques et aux produits de base, ainsi que par des fluctuations saisonnières des revenus. Et en global, donc, on peut dire que les fintechs, avec leurs capacités disruptives et innovantes, peuvent contribuer à répondre aux besoins du marché et réduire les coûts grâce à des opportunités suivantes. Surtout, solutions de prépaiement au PG pour s'adapter au flux de revenus irréguliers des clients. L'éducation des consommateurs et l'éducation financière sont des problématiques réelles au Bénin. Et donc, l'interaction avec les produits financiers comme l'assurance est largement empêchée par le manque d'éducation financière. De ce fait, il faut intégrer les fintechs aux stratégies nationales d'inclusion financière, d'alphabétisation et d'éducation financière en proposant des solutions vocales. L'utilisation de données alternatives pour le crédit aux PME et au secteur agricole, en particulier pour les femmes, aussi c'est une grande opportunité. Les outils permettant de digitaliser les états financiers des PME et des agriculteurs, et aussi favoriser la remise directe au destinataire final des prestations sociales en espèces et la digitalisation générale des processus administratifs de l'État. Et finalement, un point important, c'est l'usage de la technologie blockchain pour l'identification des cadastres
pour les agriculteurs ou de la mise en place d'une identité unique. Après avoir dit tout ça, cependant, ces avantages comportent des risques en termes de résilience opérationnelle et cybernétique, de protection des fonds des clients, de protection des données et de la vie privée, d'exclusion numérique et de concentration du marché. S'ils ne sont pas correctement gérés, ces risques pourraient compromettre l'inclusion financière. Avec ça, je vous remercie pour votre attention. Nous espérons ne pas avoir été trop long. Place à notre panel de discussion avec nos invités du jour et je repasse la parole à Bokar. Merci. Merci Shailey, merci beaucoup pour votre attention. Je vais demander à mes panélistes de bien vouloir activer leur vidéo si leur connexion de leur permet, bien sûr. Très bien, je pense que tout le monde est là. D'accord, très bien. Je pense que tout le monde est là. Côté des participants, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez mettre oui. D'accord, très bien. Permettez-moi d'introduire nos très chers panélistes. Bonsoir, Madame Yacine Diotane, économiste secteur financier et partenaire chez T-Venture. Bonsoir. Très bien. Merci. Nous avons Monsieur Gilles Counou, qu'on ne présente plus, ingénieur en système d'information et génie logiciel, CEO de OpenSI, qui s'investit au jour le jour dans l'innovation et la transformation numérique au sein de la communauté béninoise. Bonsoir Gilles. Bonsoir Bokar et merci pour l'invitation. Merci. Et pour finir, nous avons Dr Kossi Amissinou, docteur en sciences de l'information et de la communication, cadre à la Direction générale du financement du développement au ministère du Plan et du Développement du Bénin. C'est un acteur de la communauté, un leader de l'écosystème Internet en Afrique. Bonsoir, docteur. Docteur, vous êtes là avec nous ou vous avez un problème de connexion, comme que c'est le Bénin? D'accord, on va se rattraper avec Dr Kossi sans pour autant tarder. Merci déjà, merci encore une fois d'être présent parmi nous. Gilles, dites-moi, selon vous, comment est-ce que les jeunes startups béninoises pourraient améliorer leur professionnalisme et leur survie? Merci Bokar. Je vais prendre une petite minute rapidement pour me présenter, si tu me permets. Donc, je suis Gilles Counou et je dirige au Bénin une société qui s'appelle OpenSI, qui exploite, enfin, qui développe et exploite une des solutions de paiement majeures du marché aujourd'hui, qu'on appelle Kaki API. Kaki API est une solution d'agrégation de moyens de paiement qui a pour ambition de mettre résolument le mobile money, de faire vraiment du mobile money une solution fiable de paiement dans le cadre du développement du e-commerce. Et nous intégrons pour cela différentes solutions et portefeuilles de paiement électroniques qui existent sur le marché. Et nous développons à la fois non seulement des solutions de paiement pour les particuliers, mais des solutions d'encaissement faciles et rapides pour les marchands. Très bien. C'est notre positionnement, en sachant qu'en particulier, nous fournissons surtout des plugins pour des sites de e-commerce, des applications, des sites d'administration électronique, des portails électroniques et quelques solutions de gestion et d'encaissement en point de vente. Donc ça, c'est ce que nous faisons depuis 2 années maintenant.
Et effectivement, on va dire que notre positionnement, c'est celui d'une start-up. Nos codes et nos façons de travailler sont actuellement ceux d'une start-up et c'est ce qu'on est. Et la vraie question que vous me posez, la réponse à la question que vous me posez serait d'abord, de mon point de vue, qu'il y a nécessité pour les startups de se professionnaliser un peu plus en attirant des talents, déjà pour bâtir des produits plus fiables, mais aussi en travaillant à faire venir dans nos communautés technologiques des professionnels qui connaissent assez bien les problématiques métiers que nous adressons. Quand vous faites du paiement et de la technologie, par exemple, vous avez besoin de quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème du paiement, l'écosystème des opérateurs de mobile money, la régulation, la réglementation, au-delà des questions techniques qui nous permettent de développer des plateformes, des applications. Donc, je pense que le développement des compétences connexes est très important. Je pense aussi qu'il y a besoin de solidifier les talents techniques que nous avons pour pouvoir fournir des solutions qui ne doivent pas juste apparaître comme le dernier venu, olé, olé, mais surtout qui doivent rester stables et durables dans le temps. Parce qu'à la fin, la seule chose que le consommateur regarde est le service que vous lui rendez. Il n'est pas si intéressé par ce qui se cache, la technologie qui se cache derrière le produit, mais c'est vraiment comment il bénéficie de son service de manière simple et fiable. Et donc, c'est plutôt vers ça qu'il est aujourd'hui. Ce sont pour moi deux piliers importants. Les talents connexes, les talents techniques qui sont incontournables pour pouvoir faire de... Je pense qu'on t'a un peu perdu. Est-ce que tu peux élever la voix, s'il te plaît? Ce sont pour moi aujourd'hui deux leviers importants, développer les talents dans les métiers connexes aux nôtres et renforcer les talents techniques pour pouvoir aujourd'hui continuer à développer des startups qui apportent de la valeur dans notre écosystème. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Étant donné que tu as la parole, je vais rentrer dans l'interopérabilité qui se présente aujourd'hui comme une grande opportunité pour les fintechs, non seulement au Bénin, mais dans toute la sous-région. Selon vous, quels sont les facteurs clés ou des étapes clés à prendre en considération pour assurer sa bonne mise en œuvre? Je pense, de mon point de vue, que l'interopérabilité n'est pas... Enfin, elle est apparue pendant longtemps une opportunité pour nous pour créer des startups. Quand vous regardez une solution comme KKP et beaucoup de solutions de fintech de la sous-région, ce sont essentiellement des solutions qui se sont bâties sur l'absence d'interopérabilité entre les principaux providers de solutions de paiement du marché. Je peux en citer tout un tas quand on regarde finalement derrière, c'est l'interopérabilité, puisque l'un des gros problèmes de l'écosystème financier ici, c'est la balkanisation des différentes solutions de paiement. Vous avez les opérateurs bancaires, vous avez les opérateurs mobile money qui sont de leur côté. Et du point de vue du client, ça apparaît toujours comme une certaine balkanisation. Et quand on regarde bien, quand vous avez votre argent dans votre poche, dans votre portefeuille électronique, le challenge, c'est de pouvoir l'envoyer de manière simple et fiable à votre marchand. Le challenge, c'est que vous avez besoin de payer quelqu'un qui n'est pas dans la même banque que vous, qui n'a pas le même moyen de paiement que vous. Et donc, l'interopérabilité était un challenge. Et le fait d'avoir des technologies pour le réaliser a représenté pendant longtemps une opportunité. Et ça le représente encore. Et d'ailleurs, quand on regarde le projet d'interopérabilité que la BCAO essaie de mettre en œuvre, quand on regarde les initiatives comme celle de Mowali, par exemple, ce sont autant de projets d'interopérabilité qui sont menés. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit toi-même, Bokar, si tu regardes et qu'on regarde bien, les paiements, c'est vraiment la base pour construire une industrie financière. C'est pas étonnant que des directives fortes comme la DSP1, la DSP2, ont par exemple longtemps porté sur les opérations de paiement et sans paiement et sans faciliter la circulation de l'argent, on ne pourrait pas faire de fintech. Donc, effectivement, l'opportunité est une opportunité. L'interopérabilité est une opportunité et peut-être que des projets comme ceux de la BCAO
vont ramener tous les acteurs au même niveau. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Gilles, pour ces précisions. Monsieur Dr Kossi, est-ce que vous êtes avec nous? Voulez-vous intervenir sur ce point-là concernant l'interopérabilité? Dr Kossi? Ah, la connexion du Bénin, là, c'est à revoir, hein? C'est à revoir. D'accord. Bon, on va pas perdre beaucoup de temps. Yacine, les résultats en fait de notre étude montrent que les secteurs fintech béninois ne comptent aucune fondatrice, aucune femme. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? D'abord, je pense que ce n'est qu'une partie de l'histoire parce qu'il y a une femme qui avait une fintech qui se positionnait sur le transfert d'argent entre pays de l'UMOA, mais qui a arrêté ses activités. Donc, il y avait effectivement quelqu'un qui s'était essayé dans le domaine. Mais je pense que si on regarde les sous-secteurs comme le e-commerce, e-santé, e-éducation, on y trouve des femmes. Donc, je pense que c'est important de préciser, surtout avec les efforts qui se font pour que les femmes soient plus intégrées dans les secteurs de STEAM et tout, qu'il y a des femmes développeurs, il y a des femmes expertes dans leur domaine comme la médecine, l'éducation ou d'autres secteurs qui interviennent dans d'autres startups. Et je pense que Gilles pourra confirmer ça à son niveau. Très bien. Docteur Kossi, étant donné qu'on parle de STEM, est-ce que vous êtes toujours là ou on vous a perdu pour de bon? Bokar, laisse notre connexion. Tu as 2 sur 3 qui sont présents, donc tu ne peux pas nous appeler comme ça. D'accord. Je m'excuse auprès des Béninois. Excuse acceptée. Voilà. Merci beaucoup. Gilles, étant donné qu'on parle de femmes, est-ce qu'au sein de ton équipe, tu as des femmes au sein de ton équipe? Oui, on a des femmes au sein de notre équipe. Depuis quelques années maintenant, quand même, on met un point d'honneur, pas à recruter des femmes, mais à chaque fois qu'on avait des femmes dans notre processus de sélection, de regarder et de ne rien faire pour les discriminer. Je ne suis pas un partisan de la discrimination positive, mais on a des femmes à des positions très intéressantes dans l'entreprise. Celle qui s'occupe du support technique à OpenSI, c'est une femme, elle est développeuse. Notre chef de tous nos projets, c'est une femme. La directrice de l'exploitation de OpenSI, c'est une femme. Donc, on ne fait pas de discrimination positive, mais chaque fois qu'on a l'opportunité et que à compétences égales, ben, une femme présente les mêmes dispositions qu'un homme, on fait l'effort de les recruter. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'écosystème du développement technique, parce que j'ai été longtemps dans des clubs comme des Google Developer Group et consorts où j'ai vu pas mal de femmes. Je connais des femmes dans d'autres entreprises également, dans d'autres startups qui font du développement. J'aime bien une initiative d'un tech hub comme E3 Labs qui travaille avec un programme comme WISPA à faire entrer plus de femmes dans la technologie. On n'a pas encore beaucoup de femmes, on va dire, dans les métiers très techniques. Elles sont encore à la périphérie, mais je pense que l'écosystème se construit. Quand on regarde vraiment des startups au Bénin, cet environnement n'a pas 10 ans. Et donc, il y a un chemin à parcourir qu'il faut accepter. Très bien. Aussi... ouais, c'était très clair, Gilles. Donc, moi, si j'étais une femme, j'ai une chance d'aller travailler aujourd'hui avec OpenSI. C'est ce que je retiens. J'ai pas de problème. Zéro problème. Très bien. La seule chose qu'on a, discrimination positive, mais zéro problème. Très bien. Étant donné que tu as la parole, Yasmine, je ne sais pas si tu veux rajouter un point sur la question du genre. Sinon, je vais laisser Gilles continuer et lui demander de nous parler un peu du rôle de la collaboration et des partenariats. Je sais qu'avec la solution KKAP, il y a eu beaucoup de partenariats. Je sais aussi que la solution Go Médical, il y a eu beaucoup de partenariats. Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi? Quel est le rôle des partenariats? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi? La première chose que je vais dire,
c'est que même si je pense que les partenariats sont très importants dans la construction des écosystèmes des fintech, ce qu'il faut remarquer malheureusement, c'est que les dispositions réglementaires aujourd'hui nous forcent littéralement à ne nous reposer que sur les partenariats. Je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Vous ne pouvez pas construire des produits de fintech uniquement adossés à la bienveillance de votre écosystème. J'ai longtemps regardé d'un très bon œil, comme je disais tout à l'heure, les tests de loi relatifs aux services de paiement, la DSP d'un Occident, les mécanismes institutionnels poussés vers l'open banking, qui quand même mettent des dispositions de base pour forcer, par exemple, les détenteurs de portefeuilles électroniques qui reçoivent des agréments de la BCAO pour qu'ils puissent ouvrir leur système d'information à des entreprises qui ont envie d'offrir des services à valeur ajoutée. Parce qu'un opérateur, une banque, ne peut pas efficacement couvrir tous les secteurs de l'activité financière. Et donc, ce qu'on apporte n'est pas quelque chose de superfétatoire. C'est quelque chose qui est très utile. Aujourd'hui, nous, on a plus de 800 marchands à qui nous apportons un plugin de paiement. Je ne sais pas si l'opérateur mobile money peut se concentrer à la fois sur tous les marchands et en même temps sur l'acquisition, sur le réseau marchand, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on aille au-delà de la question du partenariat et de la collaboration pour qu'il y ait des dispositions réglementaires qui permettent d'avoir un minimum de services. Très bien. On va arriver à ce point-là, sans pour autant vouloir te couper. On doit accélérer à cause du temps. Désolé pour ça, mais je vais revenir sur le point réglementaire. Je vais te laisser nous donner un peu plus de détails sur ce point-là. Je vais repasser la parole à Yacine. Yacine, quel serait le rôle, par exemple, des opérateurs de téléphonie mobile et les institutions financières? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mieux accompagner? Comment ils doivent mieux soutenir en fait les fintechs? Je pense que je vais d'abord continuer la pensée de Gilles en disant que pour les partenariats, autant c'est sur le plan réglementaire, je suis d'accord, on ne peut pas se limiter strictement à cela, mais je pense qu'il y a aussi deux types de partenariats qui sont intéressants et importants à nouer pour que surtout les startups puissent scaler. Donc, ça puisse faire des opérations mais massives, comme avec le gouvernement, les grands facturiers qui sont absents dans la digitalisation et d'autres qui sont vraiment importants pour que cette vulgarisation du téléphone mobile puisse être inévitable à tout citoyen. Les OTM, je pense que les OTM ont fait énormément d'efforts ces dernières années, franchement, pour intégrer des startups et pour travailler avec elles. Je pense qu'il y a toujours plus qui peut être fait et je pense que sur les produits de seconde génération, on est en train de virer dans cette direction. Les banques, par contre, je vais taper fort. Les banques sont un peu absentes parce que je veux dire que ce n'est pas forcément parce qu'elles ne veulent pas, mais je pense que beaucoup de fois, c'est parce qu'elles ne comprennent pas que les fintech et elles sont en fait complémentaires et qu'elles gagneraient à s'accrocher au fintech pour pouvoir justement aller au last mile, au last paysan, sans avoir à déployer des agences ou bien se multiplier à des coûts faramineux avec tous les risques qui vont avec. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions à tenir entre les deux parties pour ne pas se voir comme des concurrents, mais plutôt comme étant complémentaires et surtout leur apporter quelque chose sur la table parce que dans un partenariat, tout le monde veut gagner. Donc, c'est avantageux pour la start-up, mais qu'est-ce que la banque gagne? Et ce n'est pas forcément en termes de chiffres. Il faut que ce soit clair pour elle. Voilà. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Yacine. Étant donné que tu as la parole, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'éducation financière? Parce qu'on sait que le secteur financier, disons, du moins, il y a beaucoup ce côté formel-là qui est vraiment présent. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que tu peux nous dire tu peux nous parler un peu du rôle de l'éducation financière? Ensuite, je vais donner la parole à Gilles pour qu'il nous dise un peu plus sur comment une fintech
doit se positionner non seulement pour offrir des solutions, mais aussi pour pouvoir éduquer ses clients, parce qu'il y a ce besoin-là, il y a ce manque d'éducation financière. Je pense que l'éducation financière, il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui se veulent ou qui se targuent d'être de l'éducation financière. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Ce qui va beaucoup faciliter cela, c'est l'approche que le gouvernement est en train de prendre en ce moment avec les e-services. Je pense que ça va forcer les gens, même qui n'étaient pas avant dans le numérique, à y être et à commencer à comprendre. Mais je pense qu'il manque un segment important du côté des ONG ou bien de tout ce qui est non gouvernemental et non-profit. À vraiment faire ce travail-là dans les différentes communes. Et juste même aider quelqu'un à envoyer un SMS, c'est de l'éducation financière. Parce qu'après, quand on fait du push et pull et tout ça, il faut qu'elle puisse comprendre ce qui est attendu d'elle et tout. Et donc, je pense que là, c'est encore un peu vierge et il y a beaucoup à faire. Tu me permets de te compléter? Oui, bien sûr. Ben, en fait, je pense que la problématique de l'éducation financière est un peu plus profonde. Elle tient aussi à la littératie des populations. C'est difficile d'expliquer certaines choses aux populations si elles ne comprennent pas le français, qu'elles n'ont pas les dispositions pour participer à l'économie. Donc, je pense qu'il y a une question fondamentale qui est aussi celle de travailler à une meilleure analphabétisation de la population pour faciliter l'éducation financière. Donc, ce qu'il faut remarquer au Bénin, c'est que l'éducation financière au Bénin est très adossée à beaucoup d'institutions internationales et à beaucoup de programmes internationaux. C'est une bonne chose en soi, mais quand des organisations comme UNCDF, par exemple, qui animait le groupe de travail sur la finance digitale, sont un peu moins présentes, on voit très bien que les dynamiques de collaboration et de partenariat qu'on avait dans l'écosystème ont tendance parfois à se relâcher. Donc, il faut pouvoir construire quelque chose par et pour les Béninois sur lesquels on peut se reposer avec une volonté manifeste de collaborer. Le dernier point sur l'éducation financière pour moi, c'est que de toute façon, il y a besoin d'investissement nécessaire pour pousser cette éducation financière. Je pense que les startups, Je ne sais pas si c'est moi, excuse-moi, mais on commence à te perdre. Est-ce que tu peux encore élever la voix? il y a besoin de deux autres mamelles dont on ne peut pas se passer pour pousser l'éducation financière. C'est des contextes de unique situation et de l'argent. Les startups béninoises sont encore trop faibles, elles sont encore trop faiblement financées pour consacrer une partie de leur argent à aller sensibiliser le client au lieu de développer leurs produits. Que si je gagne de l'argent aujourd'hui, je n'ai pas envie d'investir 40-50% dans le marketing, dans la com, la sensibilisation, alors que mon produit n'est pas encore stable. Le second truc, c'est qu'il faut quand même un système de contraintes. J'ai regardé aujourd'hui avec une des boîtes partenaires avec qui nous travaillons, l'APIEX, donc mon entreprise.bj. Si on m'avait dit que les Béninois pouvaient créer des entreprises en ligne et payer totalement en ligne sans jamais se déplacer pour aller dans un bureau et rencontrer une personne, je pense que beaucoup de mes compatriotes auraient dit non. Et donc, ce que Yacine a dit tout à l'heure à travers les e-services et en créant quelques dispositifs de contraintes, on peut aussi pousser les gens résolument vers une meilleure éducation financière parce qu'on les oblige à rentrer dans des tunnels où il y a des contraintes sûrement. Ça leur permet au moins d'essayer le produit une première fois, de sortir de leur appréhension et de se dire que de toute façon, si on n'a pas le choix, on va essayer. Donc, je pense qu'il y a lieu de regarder un peu ces différents points aussi, sans lesquels on ne peut pas pousser l'éducation financière. Il faut reconnaître qu'on n'en a pas encore les moyens. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Yacine. Docteur Kossi, est-ce que vous êtes avec nous? On a perdu Kossi. Est-ce que ça passe maintenant? Vous me recevez? Enfin. En fait, Oui, c'est quand même bizarre. C'est vrai que je ne suis pas à Cotonou, je suis à l'intérieur du pays avec une connexion mobile qui flotte là. Toutes mes excuses pour ce désagrément.
Non, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir rejoints, en tout cas. Je vais vous laisser vous présenter en 30 secondes, si c'est possible. Oui, en 30 secondes, c'est bien possible. Moi, je suis Kossi Amessinou, docteur en sciences de l'information et de la communication. Et je suis enseignant à l'ENAM. Je suis cadre au ministère du Plan et Développement, précisément la Direction générale du financement et développement. En lien avec cette fonction-là, je m'occupe de la recherche du financement auprès des bailleurs ou les projets orientés sur le numérique. Quand les besoins sont exprimés, je suis à l'avant-garde sur cette action-là. Voilà en substance ce que je fais. Plein d'autres fonctions dans la communauté, mais dans le cas d'espèces, c'est déjà intéressant d'être avec vous, parler un peu de ce que l'environnement est pour le bien-être de la communauté FinTech et bien entendu pour les citoyens béninois. Très bien. Merci beaucoup. Étant donné que vous avez la parole, quel est le rôle, selon vous, du gouvernement pour la promotion des écosystèmes numériques? Qu'est-ce que le gouvernement béninois, jusqu'à présent, a mis en place, notamment pour régler ce problème d'infrastructure et d'accessibilité à Internet? Je sais que vous êtes un fervent défenseur de l'Internet. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour trouver une solution à ces problématiques? C'est vrai que ça crache, je vous entends peut-être pas bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. OK. Et le gouvernement, il a vocation à mettre en place le cadre, et aussi bien législatif, réglementaire que opérationnel, pas tout à fait. Et le gouvernement apporte de la ressource pour endosser l'action du privé. Dans le cadre de ce processus-là, il y a un certain nombre de projets que le gouvernement a mis en place pour améliorer l'accès à la ressource jusqu'au dernier kilomètre pour que les opérateurs puissent s'occuper de la dernière tranche. Et dans ce cadre, il y a le PDDT et un certain nombre de projets qui assurent le maillage global du territoire aujourd'hui en fibre optique. Au-delà de ce maillage du territoire en fibre optique, d'autres projets appuyés par la Banque mondiale permettent, dans des zones spécifiques comme le Grand Nord, donc les 4 départements du Nord et les collines, par exemple, nous avons un projet spécifique de la Banque mondiale qui apporte de la solution pour le monde rural comme élément d'entrée. Mais dans cette solution, il y a toute l'infrastructure de télécommunication qui sera mise en place dans la zone pour faciliter l'accès à l'inclusion financière pour les populations. Sur le cadre réglementaire, la loi portant code du numérique et ses décrets d'application balisent le fonctionnement de l'écosystème et permet à chacun de jouer un rôle de façon spécifique pour que ce soit rentable pour le privé et qu'il puisse y être et investir de façon efficace. Nous encourageons les fintech à pouvoir rester dans la dynamique en partenariat avec les grands groupes qui apportent aussi leur contribution à la mise en place de ces réseaux-là. Je parle des fournisseurs d'accès Internet et aussi des opérateurs GSM. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Kossi, pour ces réponses succinctes. On va prendre une dernière question qui sera partagée par vous, les 3 panélistes, et Shaylee aussi, si tu veux ajouter un point, tu peux l'ajouter. Ensuite, on va conclure et on va passer aux questions-réponses parce que le temps nous est compté. Donc, Gilles, je vais revenir sur ce point-là. La question, elle est adressée à vous tous. C'est le problème réglementaire, c'est l'aspect réglementaire et le manque de financement. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on lève les fonds? Est-ce que c'est l'État qui doit injecter de l'argent? Est-ce que ce sont les institutions financières qui doivent injecter de l'argent? Est-ce que c'est aux fintech de s'adapter aux réalités du marché, de maîtriser leur business model, de savoir comment faire des pitchs pour aller lever des fonds ailleurs? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi la problématique de tout ça? Je vais d'abord dire une chose, c'est que je ne crois pas que ce soit à l'État de mettre de l'argent dans l'entreprise privée.
Par contre, je pense que c'est le rôle de l'État de créer les conditions pour que les investisseurs qui veulent mettre de l'argent dans nos entreprises se sentent en confiance, trouvent le marché attractif, et à l'État aussi de pousser au système du financement afin que tout ça puisse se construire. L'une des choses que l'État peut faire, c'est à la rigueur de mettre en place des fonds de garantie qui permettent aux gens qui ont eu des investissements directs de se dire que dans tous les cas, si ça se casse, je vais récupérer une partie de mon coût. Des incitations fiscales ou qu'au lieu de mettre de l'argent dans, je ne sais pas quoi, un réseau GSM, les gens préfèrent mettre de l'argent dans une start-up. Donc, c'est une façon d'orienter les investissements qui existent vers des secteurs technologiquement novateurs. Parce que, comme je faisais la remarque, la plupart des riches de nos pays continuent de mettre de l'argent dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le business, tout ça, qui sont aussi importants pour l'économie. Mais de toute façon, connaissent pas, comme et que ces métiers n'ont pas encore fait leur preuve, tu n'as pas encore de start-up de fintech au Bénin qui peuvent dire ah, je dégage 40% de bénéfices, j'ai fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Comme les gens n'ont pas de matérialité sur ces sujets, ils peuvent mettre leur argent dans des business qu'ils connaissent mieux et qui peuvent représenter pour eux quelque chose de plus tangible. Du coup, il faut maintenant comprendre pourquoi l'investissement est important. Ce n'est pas au Bénin que nous allons réinventer la roue. Aujourd'hui, vous avez de l'equity, vous cherchez de la dette, ainsi de suite, pour financer votre entreprise. C'est le travail des promoteurs que nous sommes. Mais le challenge, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi investir dans une fintech est important, parce que le combat n'est pas national, il est peut-être sous-régional. Hier, je découvrais qu'une start-up nigériane a levé 13 millions d'euros pour faire du transfert d'argent transfrontalier. Cheaper aux États-Unis, mais c'est des Africains. Donc, le combat n'est pas un challenge de faire du revenu tout de suite, c'est de développer un écosystème et d'investir pour bâtir des solutions qui seront scalables et faire du chiffre d'affaires dans 5-10 ans. Et c'est pour ça que les fintechs ont plus besoin d'investissement que quiconque. De plus, pour rentrer dans les services de deuxième génération, quand vous regardez la réglementation aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de faire un partenariat avec une banque ou une microfinance, vous avez quand même des tickets assez importants à mettre sur la table pour obtenir des licences, des agréments, parce qu'aujourd'hui, les fintechs ne bénéficient pas de régulation spécifique. Et donc, quand vous dites fintech, c'est plus aujourd'hui la réglementation de la partie financière qui vous est appliquée. Donc, si vous voulez faire de l'épargne et du crédit, vous devez aller chercher une licence d'épargne et de crédit ou une licence de microfinance ou un partenariat avec une de ces institutions. Pour finir, je pense qu'il est important que les gens cessent de penser que parce qu'on fait de technologies, parce qu'on utilise des technologies informatiques pour délivrer des produits financiers, que toute la partie informatique numérique ne coûte pas cher. Ça coûte extrêmement cher d'avoir des serveurs, des data centers. On parle d'argent, il faut avoir de la sécurité. La sécurité coûte hyper cher dans le monde informatique. Il faut redonder les données, il faut garder les données pendant 5-10 ans. Il faut financer l'interconnexion avec l'écosystème. On parlait d'interopérabilité et tout ça a un coût qui est très important à la mise en place. Je pense que les startups qui existent aujourd'hui ne peuvent pas rester dans la durée, ne peuvent pas rester stables si elles ne vont pas chercher de l'argent frais à investir pour développer leurs solutions. Donc, ce que je pense de la partie financière, qui est l'un des challenges importants et qui est un challenge qu'on n'est pas prêt de résoudre parce que notre écosystème même n'y croit pas, en fait. Si une banque a l'opportunité de financer un producteur d'anacarde et Kaki API, je suis sûr qu'ils mettront l'argent dans le producteur d'anacarde. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Yassine, avant que je te donne la parole, je vais quand même donner la parole à Dr Kossi pour aussi sa perception de la réglementation et du rôle du financement pour le bon développement des fintechs. Dr Kossi? Allô, c'est bon? Vous me recevez? Oui. OK. L'État n'a pas vocation à remettre de l'argent direct aux entreprises. Par le passé, il y a eu des initiatives qui tendaient à remettre de l'argent aux jeunes pour créer des entreprises et on a vu les dégâts. Mais je crois que l'approche
de plus en plus, ce sont des lignes de crédit. Les lignes de crédit existent avec les bailleurs. L'État a la possibilité d'accompagner les entreprises qui innovent avec des lignes de crédit. Quand je prends l'environnement de la FinTech, il y a un certain nombre d'actions que l'État a entamées qui est profitable à la FinTech. Tout ce qui est processus sur la plateforme nationale de e-commerce que l'État met en place avec les différents acteurs qu'il faut. La PKI pour sécuriser l'ensemble des transactions. Quand on prend déjà ces deux aspects et qu'on les met en lien avec le point d'échange Internet où l'ensemble des écosystèmes doit pouvoir être interconnectés et que on ne l'isole pas des deux data centers nationaux, un au ministère des Finances, un qui serait un data center national au bénéfice de tout le monde, mais commençant par l'administration publique, et le data center privé de MTN, toutes ces infrastructures qui sont interconnectées vers le point d'échange aujourd'hui permettent à l'ensemble de nos jeunes entreprises qui sont dans l'écosystème des FinTech de pouvoir avoir de la matière sur de la disponibilité technologique qui leur conduit à faire moins d'investissements avant d'offrir du service. C'est vrai que la loi impose au jour d'aujourd'hui un certain nombre de règlements, le lien avec une banque, le lien avec un opérateur GSM pour pouvoir grandir. Mais cela ne voudrait pas dire que la FinTech en elle-même, quand elle aura une masse critique d'intervention qui lui permet d'avoir de la largesse financière, elle ne peut pas s'autonomiser. Mais il faut bien commencer quelque part. On ne peut pas grandir tout seul, tout de suite. On grandit progressivement. L'État met les conditions pour que les FinTech puissent être dans l'environnement qu'il faut. Maintenant, il y a des jeunes qui ont des idées, qui n'ont pas encore la carrure d'avoir une entreprise. Ceux-là, on les encourage à travailler avec les entreprises qui existent déjà. Il ne sert à rien que 10 000 personnes créent la même chose. Il ne sert absolument à rien pour faire exactement la même chose. 10 000 personnes, cela ne nous conduit pas forcément à avoir de grands groupes pour conquérir la sous-région, notamment le Nigeria qui est à côté, un grand marché où nous pouvons avoir du bénéfice pour nos entreprises FinTech. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Kossi. Gilles, je reviens sur toi. Je vais donner la parole aux mesdames. Yacine et Chélie, prenez pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Restez succinct, s'il vous plaît. Ok. Moi, je veux juste faire 2 points sur la question du financement. La première, c'est déjà le monde francophone. Je pense que le problème n'est pas le Bénin, c'est la sous-région de manière générale qui n'est pas assez attractive. Parce que quand on parle de lever de start-up et des fintech, on ne parle pas de dette, on ne parle pas de banque locale, on parle vraiment d'investisseurs étrangers qui, eux, comprennent l'enjeu et qui veulent soit racheter ou bien devenir actionnaires pour pouvoir ratisser large plusieurs pays. Donc, pour ça, déjà, il faut, je pense qu'un seul pays ne peut pas se lever, commencer à... Il peut être attractif, mais il faut que la sous-région devienne plus attractive pour eux. Et de l'autre côté, c'est aussi, il ne faut pas dédouaner les startups. Les startups, un investisseur, il y a des choses qu'il veut voir. Et ce n'est pas forcément du chiffre, mais c'est comment vous êtes organisé. C'est déjà le monde des fintech, des startups, il faut parler anglais. Je suis désolée, c'est la base. Et beaucoup ne comprennent pas qu'il y a des petits facteurs qui déjà ne peuvent pas les amener à la porte d'entrée d'investisseurs sérieux, simplement parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils n'ont pas de présence peut-être digitale où personne d'autre ne les connaît. Ils n'ont pas encore assez fait de proof of concept. Donc, je pense qu'il faut que les startups aussi commencent à voir que la question de monétisation de ressources, vraiment, c'est pas un jeu d'enfant, quoi. C'est vraiment, c'est corsé. Il y a des critères, il y a des codes. Et il faut apprendre ces codes-là ou se faire accompagner pour pouvoir aspirer à toucher ces fonds-là. Très bien, Yacine. Chélie, pour conclure sur ce point-là, je sais que Gilles veut rapporter quelque chose. Gilles, je garde ça. Je te donnerai la parole. Chélie, vas-y.
Oui, merci Bokar. En fait, je voudrais continuer ce que Yacine vient de dire aussi, que même dans les études, il y a des investisseurs qui ont dit qu'il y a, c'est pas seulement un problème béninois, c'est quelque chose pour applicable pour la sous-région, il faut avoir plus de diversification dans les offres. Il y a pas mal de copier-coller de produits et services. Donc, il faut pousser l'innovation vers la deuxième et troisième génération de produits et services. Mais ce n'est pas seulement un cas de ça. Il y a aussi un manque d'organisation chez les fintech. Encore une fois, c'est quelque chose de régional, ce n'est pas seulement un cas spécifiquement béninois. Il y a une association de start-up, il y a des acteurs, mais il y a un manque de culture de collaboration. Et donc, s'il y a une visibilité, si on peut augmenter la visibilité des fintech par rapport aux acteurs classiques, mais également pour la BCAO, pour le gouvernement, ça va aider beaucoup pour attirer les investisseurs, pour juste mettre dans le discours qu'est-ce que les fintechs sont capables à faire. Également, Gilles a déjà décrit le rôle du gouvernement, mais côté investisseur aussi, on regarde comment il n'y a pas assez de ressources en français sur les pays spécifiques avec les nuances spécifiques de chaque pays, mais surtout en général pour la sous-région. Il y a un manque de ressources pour les investisseurs qui peuvent leur donner l'information clé de tout ce qui est possible, tout ce qui se passe dans la région et dans les pays différents. Donc, lié à la langue, c'est non seulement un cas d'augmenter le niveau d'anglais chez les fintech ou les entrepreneurs, mais aussi juste créer plus. On regarde comment les investisseurs sont en train de déplacer dans la région, d'établir leur propre bureau dans la région. Mais il faut créer de notre part, et chacun dans l'écosystème a un rôle à jouer dans la création de plus de ressources et de la diffusion d'informations du secteur aussi. Merci. Très bien, merci Chélie. Moi, je propose que nous arrêtions ici. Mais Gilles, je te donne 30 secondes. 30 secondes pour ton point. Vas-y, comme ça, on va passer rapidement aux conclusions et aux questions-réponses des participants. 30 secondes. Hein. Merci, Bokar. Je vais revenir sur la question du financement et être très factuel cette fois-ci. Il y a effectivement certaines choses qu'il faut regarder de la position d'une étude, comme ce que Yacine a dit, parler anglais, savoir se positionner, la taille du marché francophone. Mais il faut aussi regarder que de manière concrète, quand vous êtes dans l'activité, il est difficile aujourd'hui pour une start-up francophone, même dans un espace comme celui de l'UEMOA, où vous avez la même monnaie, le même droit des affaires, de scaler. Chaque fois que tu veux faire une intégration avec un OTM, il faut que tu crées une société dans le nouveau pays, ainsi de suite. Les dispositions juridiques ne permettent même pas à nos sociétés de passer à l'échelle, même sur notre espace. Donc, même quand tu as l'ambition de créer un produit qui va adresser les 250 millions de populations de l'Afrique de l'Ouest, tu as tellement de barrières à l'entrée dans chaque pays que tu es pratiquement obligé de rester concentré sur ton pays, ou si tu n'en as pas l'argent, d'arrêter tout de suite. Le deuxième point, c'est qu'il faut regarder cette question du point de vue de l'âge. On parle de technologies financières qui sont généralement créées par des personnes qui sont jeunes, qui vont avoir une innovation et qui n'ont manifestement pas les moyens de soutenir même le début de leur activité. Si vous ne faites qu'une start-up dans le cloud et que vous devez mettre 300 000 francs tous les mois pour tenir pendant 5 ans pour faire le premier bénéfice, alors qu'on est dans un environnement où il n'y a même pas de love money pour soutenir l'entrepreneur, vous voyez bien qu'il est difficile d'être attractif dans ces conditions. Et pour finir, nos gouvernements ne donnent pas de bons signaux. Moi, par exemple, dans un pays comme le Bénin, je n'ai jamais compris pourquoi l'État fait une plateforme pour le e-commerce et le travail des startups. Il y a des espaces qu'il faut laisser aux jeunes entreprises et plutôt les financer, les encourager, que de chercher à prendre la place soi-même.
J'étais dans les ateliers nationaux de la BCA où on disait que pour pouvoir avoir accès à la plateforme d'interopérabilité des services numériques, il faut être partenaire avec une banque ou une microfinance. Donc, une fois encore, il y a effectivement des infrastructures, Kossi parlait tout à l'heure des data centers, mais est-ce qu'une startup béninoise peut avoir accès à un data center de l'État même si les serveurs sont vides aujourd'hui? Il ne peut pas. Est-ce que tu peux avoir accès à l'infrastructure de la fibre optique? Tu ne peux pas. Donc, il y a des biais perceptifs qu'on donne à la communauté, mais en réalité, quand on va dans les faits, les gens n'ont pas accès aux ressources. Et donc, ça, c'est une réalité qu'il faut dire. L'État béninois a lancé récemment un programme PSIE pour mettre à disposition de l'écosystème entrepreneurial privé des compétences et pour les accompagner. Mais moi, je regarde ma position, je n'ai pas pu accéder à ce programme pour demander des compétences. Une chose est les effets d'annonce, mais une chose est d'avoir accès concrètement aux ressources, même si elles ne sont pas financières, pour développer nos produits. Et quand on regarde dans la réalité, quand tu rentres dans l'activité au quotidien, nous qui sommes dedans, on connaît les réalités. Le point du financement est complexe. Si tu n'as pas l'argent, tu peux avoir autre chose. C'est autre chose, l'État le met en avant, mais personne n'a accès concrètement. C'est ça les réalités du Bénin. Très bien, merci beaucoup Gilles. On ne va pas s'attarder sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions et la base de toute chose, la base de toute résolution, c'est de renforcer, de continuer d'avoir ces discussions constructives, non seulement avec non seulement avec les opérateurs de téléphonie mobile, les investisseurs, mais aussi l'État, qui est l'État. Donc, il faudrait continuer à avoir ces genres de discussions-là pour qu'on puisse avancer et construire un écosystème régional pour pouvoir concurrencer le reste du monde. Donc, quels sont donc les 3 points à retenir après notre présentation? Yacine l'a évoqué tout à l'heure, pour les entrepreneurs, il faudrait qu'ils s'assurent déjà de maîtriser déjà ce qu'ils font. C'est important de maîtriser ce qu'ils font, de travailler leur pitch, de se renforcer en anglais. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a un autre volet, c'est le renforcement des capacités. C'est-à-dire, c'est pas que parce que vous êtes doué en tech, vous codez super bien, mais si vous ne savez pas gérer une équipe, ça ne sert à rien de vous lancer. Il faudrait plutôt vous entourer de personnes vraiment très qualifiées. Donc, je vais aller aussi au niveau des incubateurs. Les incubateurs, ils ont un gros problème de financement. Donc, ils ont un gros problème de financement, même s'ils veulent continuer à aider des start-upers. Ils ont besoin, en fait, de nouer plus de partenariats et de lever les fonds nécessaires, en fait. Ensuite, il faudrait aussi qu'ils s'assurent de trouver des mentors expérimentés. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai ouvert mon incubateur que je connais 2 ou 3 personnes qui sont bien sur ce volet-là, c'est suffisant. Non, il faut nouer des partenariats avec des gens expérimentés qui vont ajouter de la valeur. Et ensuite, il faut publier aussi des leçons apprises. C'est-à-dire, s'il y a une cohorte, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il faut le dire pour que vous puissiez vous améliorer la prochaine fois. Je reviens aussi sur les grandes entreprises, notamment les banques, les opérateurs de téléphonie mobile. Il faut faciliter la collaboration entre les startups. Il faut comprendre que la notion de startup, elle est carrément différente de la notion d'un grand groupe. Les règles ne sont pas pareilles. Donc, il faut essayer de voir dans quelle mesure vous allez collaborer et aussi encourager vos équipes à devenir des mentors parce que vous avez de l'expérience financière, vous maîtrisez le marché. Donc, ça serait bien aussi de créer ce qu'on appelle l'open innovation. Comme ça, tout le monde pourra y gagner. Pour les gouvernements, c'est de continuer le dialogue. Je ne rentre pas dans ce cadre-là, mais c'est de continuer le dialogue, créer des institutions fiscales, comme Gilles l'a dit tantôt, pour permettre aux startups de pouvoir bénéficier des impôts assez faibles, aussi d'inciter les investissements pour attirer plus de personnes. Donc, et pour les donateurs, c'est important, il faut continuer à investir dans l'éducation entrepreneuriale, soutenir les pôles d'innovation, surtout les incubateurs et les accélérateurs. Donc, sans pour autant tarder, je vais redonner la parole à Rebecca et on va passer aux questions-réponses. Merci Bokar. Merci à tous, très intéressant. Très intéressant, mais peut-être trop intéressant car il nous reste 3 minutes. Donc, on va passer aux questions-réponses. Étant donné le temps restant, on ne pourra pas répondre à l'ensemble de vos questions, à l'ensemble des questions qui ont été posées, mais nous prendrons évidemment le soin
d'y répondre par mail. Alors, peut-être pour la première question, pour clarifier un petit peu le cadre de l'étude. Alors, je vais vous lire la question. Merci pour cette lumière que vous avez fait sur les fintechs au Bénin. Parlant des indicateurs de mesure de l'inclusion financière, quelle fut la méthodologie utilisée et la taille de l'échantillon de l'étude qui a été menée dans ces différents pays et qui a conduit à ces résultats? Donc, en effet, peut-être que Shaylee, tu peux donner quelques éclaircissements sur le cadre de l'étude. Oui, bien sûr. Merci pour la question. Donc, en fait, c'était une étude on a lancé l'année dernière dans 6 pays et l'échantillon était différent dans chaque pays, la taille de l'échantillon. Mais je peux vous dire que cette étude portait sur 3 séries de questions clés et s'appuie sur des recherches primaires et secondaires, des entretiens approfondis avec les acteurs concernés, et c'est-à-dire de tout l'écosystème, et une analyse assez détaillée. Et je peux dire que notre base était vraiment de connaître mieux le paysage de l'inclusion financière et également l'écosystème de soutien. Et pour faire ça, la recherche primaire se concentrait sur les points d'accès au capital et également la collaboration ou partenariat. Et la recherche secondaire, c'était plutôt vers le statut de l'inclusion financière dans le pays, les contraintes et opportunités pour l'inclusion financière, l'accès aux talents, cadre politique et réglementaire. Et tout ça, avec l'analyse de tout ça, on est allé, on a pu créer les recommandations ou sur les points, 5 points spécifiques. Les produits et services clés, les modèles d'affaires, les segments ciblés, les technologies, et les perspectives de marché. Et comme je viens de dire que l'échantillon était vraiment différent dans chaque pays, l'idée était d'identifier les fintechs les plus actifs, vraiment savoir qui fait quoi. Et on a fait les entretiens approfondis avec le plus tôt possible. Par exemple, au Bénin, on voit 11 fintech qu'on a finalement inclus dans l'analyse, mais en fait, on a parlé à plusieurs autres aussi. On n'a pas les inclus parce qu'ils n'étaient pas encore commercialisés. De l'autre côté, il y avait les incubateurs, les acteurs de gouvernement. Donc, c'était ça en principe qu'on a fait. J'espère que ça a répondu à votre question, mais je peux inviter Yacine on avait les consultants et les collègues sur terrain dans chaque pays, et j'invite Yacine de rajouter quelques points si jamais j'ai oublié quelque chose. Elle a travaillé sur l'étude au Bénin. Merci Chélie. Non, je vais juste dire que comme tu l'as mentionné, c'était vraiment une étude qualitative principalement. Donc, il n'y avait pas de mesure de l'inclusion financière. On s'est plutôt reposé sur les données secondaires qui étaient publiées par la BCAO, FinScope et d'autres, UNCDF et d'autres études. Voilà, les données les plus récentes. Et ensuite, les entretiens qualitatifs avec les fintechs, les incubateurs et disons les parties prenantes, gouvernement, OTM, banque, étaient plus pour comprendre en fait l'appui qu'il y avait au fintech et les solutions qui étaient proposées. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir éclairci ce point. Alors, la prochaine question. Gilles, est-il possible d'utiliser KakaPay pour faire du crowdfunding, en particulier dans le cadre d'un incubateur qui cherche à lever des fonds au Bénin? Oui, vous pouvez utiliser KakaPay tant que vous avez besoin de récupérer de l'argent dans le portefeuille mobile money d'un utilisateur, vous pouvez utiliser KakaPay. Il y a peut-être des préoccupations spécifiques liées aujourd'hui au commissionnement qui sont négociées avec les opérateurs,
qui empêche que sur tout ce qui est non-profit ou tout ce qui est very low profit, on puisse utiliser nos outils. Mais on pense que l'évolution du marché, la concurrence et un meilleur positionnement permettra tôt ou tard de faire baisser ces considérations. Mais tant que vous avez aujourd'hui besoin de prendre l'argent dans le portefeuille mobile money de quelqu'un ou sur une carte bancaire, vous pouvez utiliser notre outil. On a même un module spécifique qui s'appelle Plugin Don et Association, sur lequel nous gagnons 0 francs. Donc, on pratique exactement les mêmes commissions que l'opérateur sur votre portefeuille mobile money et nous gagnons 0 francs sur ce module-là en particulier. Les informations sont sur notre site. Merci Gilles, merci. Vous allez garder la parole. La question suivante est un petit peu pour tout le monde. Enfin, je voudrais entendre chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la BCEAO de mettre en place une sandbox? Est-ce que vous voulez commencer, Gilles? Qu'est-ce que je pense de l'initiative de la BCEAO? La véritable question pour moi, c'est les conditions d'accès. Tant que nous faisons quelque chose qui ne permet pas au plus grand nombre d'accéder, je n'en vois pas la pertinence. Pour moi, c'est vraiment quelles sont les conditions d'accès. Et la deuxième chose, c'est quelle est la place que donnera plus tard la régulation à chacun des acteurs. En Occident, qui reste un modèle en termes de fintech, on a toujours le sentiment que tout le monde peut débuter très petit et devenir très gros parce que l'usage qu'il promeut est un usage accepté par la communauté et que les gens adhèrent parce qu'ils ont besoin du service et qu'il n'y a pas de position dominante. Et c'est toujours ça, pour moi, la préoccupation quand on rentre dans des processus ou des projets qui mélangent petits acteurs, gros acteurs. J'ai toujours le sentiment que les gros se mettent ensemble pour défendre leur position, qui peut être une position très archaïque quelquefois, et pour empêcher les nouveaux qui peuvent apporter une certaine disruption de rentrer dans le game. J'espère que la BCEAO sera assez équitable et fera des mesures assez ouvertes pour permettre à tout le monde d'être un acteur et laisser s'exprimer la créativité et l'innovation dont la jeunesse peut faire preuve. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore Dr Amessino avec nous. Est-ce que vous voulez ajouter un point? Si vous nous entendez, vous êtes toujours là. Allô? Oui, on est avec vous. Allô? Oui. Vous me recevez. Le dispositif de la BCEAO, c'est un regard régional. Ça montre à quel point la dynamique FinTech n'est pas une dynamique nationale. Il faut pouvoir aller grand pour conquérir toute l'Afrique. C'est un peu l'élément d'entrée que je peux dire par rapport à ça. Mais j'ai d'autres éléments d'information à donner. Et, par exemple, pour la FinTech, pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle puisse connaître son client. Cette dynamique-là, l'État aide à gérer ça. C'est un avantage important. La FinTech, pour qu'elle aille négocier des ressources à l'étranger, elle peut passer par les structures publiques. C'est possible. On peut apporter de la garantie d'État. Ce sont des éléments importants. La FinTech peut avoir accès aux ressources. J'ai entendu là qu'on n'a pas accès aux ressources, ni de la fibre optique, ni des data centers. Je crois que ça, c'est encore gérable. Hein? C'est gérable. Il y a toute une communauté Internet qui existe qui peut faire le lobbying avec le secteur privé, notamment les FinTech, pour amener à ce que l'État rende concret les dispositions qui sont déjà prises. Ces dispositions sont prises. La mise en œuvre ne devrait pas poser problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yacine? Oui, non, le seul point peut-être que je vais faire par rapport à la sandbox, c'est quel sera le outcome de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de canaux, de forums de réflexion, surtout sur la réglementation ou sur les partenariats. Mais après, par exemple, l'interopérabilité, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on ne peut pas dire de manière concrète, voilà ce à quoi ça va être utile à telle partie prenante. Donc, je pense que
ça dépendra après de ce que la BCAO fera de l'expérience de Sandbox et surtout du niveau de transparence ou du partage qu'elle voudra faire de comment elle exploite tout ça. C'est ça qui est le plus utile pour toutes les parties prenantes. Merci, affaire à suivre. Donc, avant de passer à la dernière question, Boka, est-ce que tu veux ajouter un point? Moi, je pense que tout a été dit, mais moi, pour moi, ce que je retiens, étant donné que je suis amateur de fintech et dans les fintech, c'est que déjà, il y a eu cette opportunité-là. Il y a eu ce dialogue-là qui s'est créé. Maintenant, le reste, il y a du boulot à faire. On va le faire, c'est tout. Merci Boka, merci à tous. J'ai une dernière question comme ça qui va encore plus soutenir le débat, comme ça tout le monde va pouvoir rentrer raccroché en se posant plein de questions. Mais la question est la suivante. Comment encourager les fintechs à diversifier et innover dans d'autres segments, surtout les produits et services de deuxième et troisième génération qui répondent aux besoins du marché? Alors, je sais que la question est large, mais ce que je vous propose, que ça soit chacun intervienne, comme ça soit un petit peu pour clôturer la session d'aujourd'hui. Ouais, moi, je suggère de commencer par Gilles parce que c'est lui la fintech ici. Oui. Donc, Gilles, vas-y. Je sais que tu as travaillé sur la collecte de l'épargne. Donc, tu peux nous parler de l'épargne digitale. Donc, je te laisse la parole. Je travaille effectivement depuis 2013 sur tout ce qui est mécanisme informel de collecte de l'épargne, les tontines, par exemple. Et je pense que dire que les fintechs, je pense qu'on n'a pas besoin d'encourager une fintech à rentrer dans les produits de deuxième génération. Parce que même pour nous, en tant qu'entreprise, cette fois-ci, voulant gagner de l'argent, ce sont les produits sur lesquels on a une marge plus élevée pour gagner de l'argent. Donc, je pense que le rêve de toute fintech, c'est toujours de lorgner sur les services de deuxième génération où on peut générer plus de valeur. Seulement que, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, ça nécessite beaucoup plus de travail. Ça nécessite d'avoir des partenariats plus poussés. Ça nécessite de plus rentrer dans le financier que dans la technique. Même si on apporte la technique, ça nécessite de rentrer maintenant dans le financier. Et donc, ça a besoin non seulement de compétences financières, ça a besoin de partenariats avec le monde de la finance beaucoup plus enchevêtrés. Et ça a besoin, finalement, si on ne veut pas faire de partenariats, d'avoir de l'argent pour avoir des agréments, parce que quand on rentre dans les métiers de deuxième génération, on tombe sur tout ce qui est agrément, tout ce qui est réglementation liée au métier. Et donc, il y a plus de barrières à l'entrée pour les fintechs pour investir ce secteur-là. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie d'y aller. Et donc, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau sous-régional, déjà, on travaille à créer un écosystème plus bienveillant pour faciliter la collaboration des institutions financières, notamment les banques. On a tellement de services à proposer aux banques, notamment les microfinances, notamment les opérateurs de mobile money, avoir une meilleure collaboration ou créer un écosystème qui pousse plus à la collaboration pour que les fintechs aient envie de plus s'investir dedans. Abaisser aussi quelques barrières financières dans l'obtention des agréments. Quand on te dit que pour être intermédiaire d'opérations bancaires avec une banque, la liste des documents, il y a 30 documents à fournir. Même si tu fais 2 ans, tu n'as pas fini de collecter ça. Et en plus, il faut mettre 15 millions de francs CFA sur la table. Et vous ne voulez pas dire obéir, il faut dire qu'on ne veut pas. Moi, je dis que ce sont des mécanismes qui, de fait, sont faits pour décourager les gens. Avoir accès à l'USSD pour créer un service de deuxième génération, même si les tests disent que l'USSD est démocratisé, c'est toujours à la main des opérateurs. C'est un blocage de fait. Mais il y a des monopoles de fait que la réglementation doit aider à casser pour permettre que les fintechs rentrent dans ce secteur-là. Si nous sommes astreints aux partenariats et aux agréments, je ne pense pas qu'il faut espérer beaucoup de choses. On en a envie, mais il faut créer l'écosystème de la bienveillance, il faut faciliter la réglementation ou il faut créer des statuts spéciaux. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va renvoyer la balle à Docteur Amessinou. Oui, non, zut, il ne nous entend plus.
Allô? Merci. Allô? Oui. Allô? Oui, vous nous entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Non, l'appui que les États peuvent apporter au FinTech, c'est le cadre réglementaire régional qu'il va falloir peut-être revisiter. Je crois que les dispositions de la CEDEAO sur ces questions-là sont assez claires. Elles sont endossées par la BCEAO et l'UEMOA. Et il faut qu'on fasse en sorte que le processus du cyberespace soit une réalité. La CEDEAO des peuples, on veut l'avoir aussi dans l'espace numérique. Et les fintechs peuvent nous aider à y parvenir. On doit faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de la manipulation d'argent liquide. Et pour ça, on a besoin des fintechs. C'est vrai que les grands opérateurs comme les opérateurs GSM et les sociétés de microfinance sont des concurrents de taille. Mais il faut mettre en place la barrière indiquée pour que la collaboration soit établie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Yacine, tu veux ajouter quelque chose? Et juste un dernier point, je pense que on a assez parlé de la réglementation, mais peut-être ce que moi je veux dire aux startups, c'est de prendre une longueur d'avance parce que les produits de seconde génération, c'est la vraie finance. Et souvent, les startups, les fintechs pensent que parce qu'elles maîtrisent la technologie, elles connaissent la finance, mais c'est un métier à part. Et pour pouvoir faire du crédit, de l'épargne, il faut vraiment aller au b.a.-ba de la finance. Donc, je pense que la réglementation va s'assouplir par force, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre en marge de ce que le reste du monde fait. Et pour cela, il faut que les startups soient prêtes à montrer qu'elles connaissent. Elles connaissent les produits, elles connaissent les instruments, elles connaissent les besoins des populations, surtout ça, et qu'elles peuvent se positionner de manière très agile là où les autres institutions ne sont pas. Merci beaucoup. Bokar, je vois qu'il y a une réaction. MSI, Bokar, Shaili, peut-être Bokar, avant qu'on conclue. Oui, je peux, Amine. Vas-y. Vas-y, Bokar. Ok, je te laisse la dernière parole. Moi, je vais juste dire que, comme Gilles a déjà évoqué, les autres aussi, on cherche il faut vraiment avoir les pistes pour réduire les risques d'innover. Et donc, oui, ça vient avec la collaboration, ça vient avec de l'argent, mais ça vient aussi avec l'organisation. Peut-être au risque de me répéter, avec une association de FinTech qui est active, qui se soutient, qui soutient les membres, qui représente les membres aux acteurs de l'écosystème, soit la banque centrale, soit le gouvernement, soit les investisseurs, qui pourraient focaliser les activités, qui pourraient vraiment soutenir cette secteur de FinTech au Bénin et dans la sous-région. Je pense que ça va aller très loin. Parce que il y a les petites FinTech, ils ont besoin d'un, comme on dit en anglais, un peu de cushion pour prendre ces risques d'innovation. Et peut-être ça serait ma dernière mot ici de juste comment est-ce qu'on peut avoir une représentation des FinTech crédibles qui peut soutenir mieux les FinTech à prendre ces étapes. Merci, Shaili. Bokar, là, ça devient difficile de parler après Gilles, Yacine, Dr Kossi et Shaili. Juste pour dire qu'il y a certains aspects, notamment la sécurité, qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est la base. La cybersécurité, étant donné qu'on est dans une période de Covid, vouloir se lancer dans les solutions digitales nécessite qu'on mette en place des règles sécuritaires assez poussées pour ne pas être victime de fraude. Le second point que Gilles a dit très tôt, c'est de voir dans quelle mesure utiliser les langues locales. Parce qu'il ne sert à rien de donner des termes et conditions
quand quelqu'un veut faire du crédit digital, que vous lui envoyez des termes de conditions en anglais ou en français, alors que la personne ne sait même pas lire, la personne ne comprend pas ce qu'il en est, ça crée des problèmes après. Donc, il faut aller dans ce qu'on appelle les produits de seconde génération responsables, que ce soit le crédit digital responsable ou l'épargne digitale responsable. Donc, pour conclure, c'est tout ce que je peux dire après tout ce qui a été dit. Bon, ça, c'est pas une conclusion, ça ouvre un autre sujet, mais bon, on vous réinvitera. On arrive vraiment à la fin de notre session, on a dépassé. Je m'en excuse au nom de nous tous. Comme promis, on répondra aux questions qui sont restées sans réponse par mail. Juste avant de vous souhaiter une bonne soirée, je voudrais vous dire que nous organisons les 2 derniers webinaires pays sur le Mali et la République démocratique du Congo la semaine prochaine, les 4 et les 6 août prochains. Vous retrouverez les informations sur notre site internet qu'on a évoqué tout à l'heure, lafinancedigitale.com. N'hésitez pas à y aller, à vous inscrire vraiment. Je pense que je vous y invite afin de trouver les outils qui peuvent vous servir et aussi de partager vos documents, vos informations et voilà, restez connectés sur nos réseaux sociaux. On organise souvent des webinaires. On sera ravis de vous retrouver à cette occasion-là. Merci encore infiniment pour votre temps. Merci à tous les panélistes et prenez soin de vous. Très bonne fin d'après-midi.